réussite pour mon enfant. Hier, le mot de néothénie est tombé. Néothénie, ça décrit le temps incroyable que l'être humain met pour parvenir à maturité. Il a fallu des mères fantastiques pour protéger leurs enfants contre un monde de prédation ambiante. Et toute la période de la vie fœtale, puis de la vie d'enfant, l'enfant n'est souvent pas à même de décider pour lui-même, pour décider pour son corps, et c'est d'autres qui le font à sa place. Avec quelle légitimité, dans quel cadre, avec quel environnement juridique, c'est l'objet de cette table ronde. Et je vais commencer par vous les présenter, les membres de la table ronde. Marie Jotille. Marie Jotille est professeure de bioéthique et présidente du CERE, Centre d'études et de recherche en éthique. Et elle a la particularité de s'intéresser à l'éthique globale, ce qui est quelque chose de très important parce qu'on en parle assez peu dans notre pays. À côté d'elle, Nicolas Sananès est spécialiste de médecine fœtale et de diagnostic prénatal. Et donc, il fait également de la recherche sur ce sujet. À côté, Anne Dagnon, que je ne vous présente plus, professeure de pédopsychiatrie au CHU de Strasbourg, mais très habituée du forum, comme Marie-Jo d'ailleurs. Et enfin, Josiane Bigot, qui a déjà participé aussi au forum. Donc, personne n'est innocent à cette table ronde. Vous savez tous que le public a droit à la parole et nous faisons les avocats du public. Josiane Bigot est magistrate honoraire et présidente de Thémis et elle abordera les aspects juridiques de cette espèce de substitution de décisions qui sont imposées aux fœtus et aux enfants. Et donc je donne la parole en premier à la vie fœtale et à la médecine fœtale. Nicolas, tu as la parole. Merci Israël Nizan pour l'introduction. Merci Aurélien Benoualid pour l'invitation. C'est un honneur et c'est, je dois dire aussi, un grand plaisir d'être ici et de participer à ce forum avec ces journées toujours passionnantes. Alors effectivement, j'ai l'honneur de commencer cette table ronde puisque je m'occupe de médecine fœtale. Et alors quand on se pose la question de qui décide pour mon enfant ou pour mon fœtus, je crois que c'est assez clair que le fœtus, il ne décide de rien lui-même, c'est clair. On imagine mal comment est-ce qu'on pourrait le faire consentir d'ailleurs, même si, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je ne trouve pas farfelu de penser que à l'avenir, on arrive à rentrer en communication avec le fœtus. Et je ne trouve pas non plus farfelu même de penser qu'on arrive à identifier une certaine forme d'autodétermination, de capacité d'autodétermination du fœtus. Bon, ça c'est de la médecine fiction. Et je dois dire, aujourd'hui, dans ma pratique quotidienne, quand je fais une amniosynthèse et que je vide une partie de l'eau du bon bain chaud à 37 degrés du fœtus, je ne remarque pas de protestation. Donc on ne rentre pas encore tout à fait en communication avec lui. Mettons-nous justement à la place du fœtus à l'occasion d'une échographie prénatale. Vous savez qu'il y a plusieurs échographies pendant la grossesse. C'est une sorte de contrôle technique que l'on fait à intervalles réguliers pour vérifier que tout se passe bien. Alors, je dois dire que je ne pense pas que j'accueille favorablement qu'on me scrute sous toutes les coutures, qu'on inspecte avec curiosité, avec suspicion mon côlon, et encore moins qu'on regarde avec curiosité mon entrejambe. Tout ça sans me demander mon consentement, et pire encore, à mon insu, puisque le fœtus ne se rend pas forcément compte que l'on est en train de faire une échographie. Alors, on peut se dire, bon, le fœtus, il ne décide pas de ça, mais bon, au moins, c'est pour son bien. Et c'est vrai que dans la grande majorité des cas, quand on fait une échographie, c'est pour le bien du fœtus, puisque on va partir à la recherche d'une anomalie qui va nécessiter une surveillance particulière afin
d'améliorer au final l'état de santé de l'enfant. On peut retrouver une anomalie qui va nécessiter de prévoir l'accouchement dans un lieu spécifique, là encore pour améliorer l'état de santé de l'enfant. Et puis parfois, on voit même une anomalie que l'on peut soigner, que l'on peut traiter, guérir in utero pendant la grossesse par médicaments ou parfois même par chirurgie, par des techniques mini-invasives. Mais ce n'est pas toujours dans l'intérêt premier du fœtus. Et à la clé, quand on retrouve une anomalie d'une particulière gravité, mais je vais revenir après sur ce qu'est une anomalie d'une particulière gravité, quand on retrouve une anomalie très grave, à l'issue du diagnostic prénatal, il y a également l'interruption médicale de grossesse. L'interruption médicale de grossesse, en quoi ça consiste? C'est en fait le déclenchement de l'accouchement. Et quand on est avant 6 mois, avant la période de viabilité, on pratique une injection létale, on appelle ça un féticide, dans le cordon ombilical sous contrôle échographique. Et ensuite, on déclenche l'accouchement. Alors, évidemment, il y a des questions éthiques fondamentales qui sont posées par une telle pratique, une pratique si lourde pour les patientes, et pour les médecins également aussi. Il y a 2 questions en fait, et ces 2 questions qui s'opposent dans une sorte de conflit d'intérêts. La première question, c'est, mais finalement, à partir de quand est-ce qu'on doit considérer le fœtus comme un être humain à part entière? La deuxième question, qui rentre un peu en friction avec cette première questionnement-là, c'est dans quelle limite une femme enceinte peut disposer pleinement et entièrement de son corps, y compris ce qu'il y a dans son utérus à cette période-là, c'est-à-dire un fœtus. Alors, pour essayer de commencer à répondre à ces questions, je vais vous présenter 2 postures qui sont extrêmes. Alors quand je dis extrême, ce n'est pas pour apporter un jugement, mais c'est que c'est les 2 postures qu'on trouve des 2 côtés de l'échiquier. La première posture, alors ça peut correspondre au mouvement qu'on appelle pro-life, pour la vie. C'est considérer que au moment même de la fécondation de l'ovule par un spermatozoïde, cette première cellule est déjà un être humain à part entière, est déjà une vie humaine, et déjà à ce moment-là, sur cette cellule qui mesure un 1/10 d'un diamètre de cheveux, eh bien on ne peut rien nous décider pour cette cellule-là. L'autre idée, un peu à l'inverse, et ça correspond en fait à ce qu'on appelle le mouvement pro-choice, pour le choix, c'est de considérer que tout individu, et donc en particulier une femme enceinte, dispose pleinement et entièrement de son corps, et pour ce qui est de la femme enceinte, ça veut dire qu'elle dispose pleinement et entièrement du fœtus qui est dans son utérus. Ce qui voudrait dire par exemple qu'elle pourrait avoir accès à une interruption médicale de grossesse au 8e mois, mettons parce qu'il manque une phalange au petit doigt de la main gauche du fœtus. Désolé si ça vous paraît un peu choquant, mais je crois que c'est bien de dresser un tableau en commençant par les positions qui sont assez extrêmes. Alors, en France, comme vous imaginez ou comme vous le savez, il y a une position intermédiaire, et ce qui est intéressant à mon sens, c'est qu'il y a vraiment un gradient pendant la grossesse, une sorte d'évolution inverse de ces deux aspects-là. D'un côté, plus on va avancer dans la grossesse, plus on va considérer de façon importante l'être humain fœtus. Et d'un autre côté, plus on va avancer dans la grossesse,
moins la patiente, moins la femme enceinte va disposer de son corps, en tout cas évidemment du fœtus qui est à l'intérieur de son utérus. Alors pour vous parler de choses un peu plus pratiques, pour vous expliquer comment ça se traduit en fait cette idée-là éthique, c'est de dire que les 3 premiers mois de grossesse, toute femme a accès à l'interruption volontaire de grossesse, donc elle peut interrompre sa grossesse sans aucune justification. Elle dispose pleinement et entièrement de son corps, y compris de ce qu'il y a dans son utérus. Au-delà de 3 mois de grossesse, on parle, pour interrompre la grossesse, c'est dans certaines conditions, et c'est ce qu'on appelle l'interruption médicale de grossesse. La condition, même si ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable, bien sûr, c'est qu'il y ait une anomalie grave. Et je vais vous citer le texte de loi parce que chaque mot est important. Il faut qu'il y ait une forte probabilité, donc ce n'est pas quelque chose où on n'est pas tout à fait certain, non, vraiment une forte probabilité d'une pathologie d'une particulière gravité, reconnue incurable au moment du diagnostic. Et donc, si on retrouve une telle anomalie chez le fœtus, une femme enceinte peut demander à ce qu'on interrompe la grossesse, et dans ce cas-là, la demande est examinée par un CPDPN, un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, où il y a un panel de professionnels de santé, dont des gynécologues, bien sûr, des psychiatres, pédopsychiatres, il y a des pédiatres spécialistes du rein, pédiatres spécialistes du cerveau, des généticiens. Et la mission de ces gens, c'est vraiment d'être certain qu'on se trouve dans quelque chose de très grave et incurable. Il n'y a pas de texte de loi qui dise « voilà la liste des maladies qui donnent droit à une interruption médicale de grossesse ». C'est vraiment au cas par cas. C'est important. Et c'est important aussi pour bien comprendre la notion de gradient que je vous expliquais, parce que pour une même anomalie, les médecins vont être moins enclins à accorder, accepter une interruption médicale de grossesse à 8 mois et demi qu'à 3 mois et demi. Donc vous voyez finalement dans tout le processus, depuis les 3 premiers mois jusqu'à la naissance, il y a une vraie évolution du statut en quelque sorte du fœtus et de la mère qui le porte jusqu'à la naissance, où dans ce cas-là, l'être humain fœtus devient véritablement une personne humaine et qu'il acquiert 100% de ses droits à la naissance. Et c'est intéressant de dire que personne, ça vient du latin persona, c'est le masque qu'on a dans une pièce de théâtre, et par extension, en fait, le masque qu'on incarne, la personne qu'on incarne en société. Alors, l'arbitrage que je viens de vous présenter, bon, il est discutable. Je dois dire que dans ma pratique, je suis assez à l'aise avec cette posture, mais force est de constater qu'il n'y a pas de vérité absolue, ou si vous voulez mon avis d'ailleurs, c'est plutôt qu'on ne connaît pas la vérité absolue. Mais enfin, en tout cas, pas de vérité absolue, et il n'y a qu'à voir le fait que dans les différents pays voisins, les législations sont très différentes, et on pourra y revenir. Mais ce sur quoi je voudrais finir, et je suis désolé de finir là-dessus, Israël, c'est que au fond, la discussion, elle me semble plus factuelle qu'éthique. Pardon. Parce qu'en fait, les pro-choice, les pro-life et tous les gens qui sont ici, tout le monde est parfaitement d'accord sur le fait que le crime, c'est quelque chose d'épouvantable. Et de la même manière, les pro-choice, les pro-life et toutes les personnes qui sont ici sont d'accord pour dire que la vie humaine, c'est quelque chose de parfaitement sacré, d'extraordinairement sacré. Et donc la question, en fait, ça repose surtout sur des faits biologiques. Quand commence la vie humaine?
Est-ce que c'est à la conception? Est-ce que c'est à la naissance? Ou est-ce que c'est à un moment entre les deux? Merci. Anne Dagnon, tu es confrontée en tant que pédopsychiatre aux enfants, à leurs parents, aux enfants en bonne santé et aux enfants malades, aux enfants capables de décider pour eux-mêmes et aux enfants incapables de décider pour eux-mêmes. Et de surcroît, depuis très longtemps, depuis 1999, tu participes aux travaux du Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, où chaque semaine se prennent ces décisions, c'est-à-dire qu'à la demande des parents confrontés à une maladie d'une particulière gravité, on analyse le dossier, et parmi les gens qui analysent le dossier et qui ont le courage de cette démarche parfois très difficile, très technique, mais aussi très difficile psychologiquement, il y a Anne Dagnon. Donc tu as une expérience toute particulière et je te remercie d'être venu pour cette table ronde. Merci beaucoup Israël, merci de cette invitation qui me fait honneur et je vais essayer effectivement de répondre un peu à cette question ô combien difficile et qui est véritablement au cœur de la relation humaine et de ce que j'appellerais l'éducation d'un enfant, mais d'éducation au sens très très noble, c'est-à-dire pas le carcan qui va s'imposer à un enfant, sûrement pas, mais au sens où permettre à un enfant d'advenir adulte, autonome, à part entière. Alors c'est vrai, comme tu le dis Israël, tous les enfants n'auront pas cette chance, parce que même si l'égalité des droits est essentielle, il y a des enfants qui vont naître avec une différence dans leur fonctionnement physique, mental, et il va falloir prendre en compte le fait que, bien évidemment, ils vont poser des questions différentes. Je voudrais replacer effectivement l'expérience qui est la mienne et la chance que j'ai eue de pouvoir être invitée à ce comité consultatif, je ne sais plus comment on dit, finalement de réflexion, et qui est effectivement un lieu, je dirais, où se côtoie le drame humain et en même temps le regard bienveillant posé sur cette humanité souffrante. Ça me permet de poser un petit peu les choses, de réfléchir à ce qui se joue autour de l'attente, la naissance d'un enfant et l'accompagnement dans sa vie pour qu'il devienne adulte. Ce qui me paraît important de dire pour commencer, c'est que toute décision pour un enfant concerne celui-ci, bien évidemment, mais interroge fondamentalement les désirs et la volonté de ceux qui prennent cette décision pour l'enfant, mais en leur nom et par procuration. C'est-à-dire que là, prendre une décision pour un enfant, c'est vraiment faire que ce n'est pas une décision duel, mais que forcément, il va y avoir au moins 3 protagonistes, sinon plus. L'enfant fait partie de cette catégorie, même ceux qui vont bien, des êtres humains qui soulignent la complexité du principe d'autonomie et de bienfaisance, principe essentiel à la réflexion éthique. Mais là, justement, se pencher sur ce qu'est un enfant, c'est-à-dire un être en devenir qui naît prématuré, qui n'a pas encore les capacités, même si potentiellement il les a, mais que ça va dépendre effectivement de comment on l'accompagne, comment on est bienveillant avec lui, qui n'a pas encore les capacités de penser, d'avoir la possibilité de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'il est, qui ne marche pas, qui ne se nourrit pas seul, qui est donc dans une totale dépendance. Il est évident que le principe d'autonomie est très très largement interrogé. Ce n'est pas possible de dire, voilà, c'est un principe incontournable, l'enfant doit être autonome. Si on dit ça, on est complètement à côté de la plaque. Donc décider pour un enfant, c'est absolument indispensable, mais la question est jusqu'où et comment pour que cet enfant puisse advenir dans un statut d'être humain, qu'il est au départ, mais d'être humain autonome, et si ce n'est pas possible, pourquoi et dans quelles conditions.
Alors c'est un parcours très long et tout au long de ce parcours, le corps de l'enfant est au cœur du problème, mais c'est un corps qui est incarné, qui est en devenir et en devenir tant psychique que physique. On ne peut pas faire la part des choses. Une anomalie fœtale, c'est une anomalie qui atteint un fœtus et un fœtus, ce n'est pas un objet. Dans cette vulnérabilité spécifique qui est la sienne, l'enfant est dans un statut de mineur, c'est-à-dire que ce statut oblige, dans le sens de devoir, ses parents et la société tout entière à l'aimer, mais à l'aimer au sens de le protéger, l'éduquer, prendre en compte ses besoins, et le fait qu'il puisse devenir un adulte et non prendre en compte les seuls désirs de moi adulte, moi parent. Et vous voyez donc que l'enjeu est de taille. Alors quand je dis moi adulte, moi parent, mais aussi toute la société. Donc le cadre qui est nécessaire autour des décisions qui vont être prises pour lui, et un cadre qui prend en compte, encore une fois, tant l'affectif que le physique, le somatique, va permettre à cet enfant, encore une fois, de grandir, d'accéder à la pensée, d'accéder au langage, à une autonomie physique, psychique, et à devenir peu à peu un homme ou une femme adulte, et de pouvoir effectivement conquérir ou pas cette indépendance. Et là, on voit bien que les choses ne sont pas jouées d'avance, que tout est possible, le champ des possibles est énorme, et que là, ce n'est pas une norme qu'il faut mettre en place, mais bien évidemment, chaque enfant devra avoir un regard très particulier posé sur lui. La bienveillance qui est due aux enfants et les décisions de soins qui le concernent ont évolué dans le temps, même si la bienveillance est le principe du bien, mais c'est sûr qu'il y a aussi des époques où les enfants qui étaient mal formés, ils étaient balancés par-dessus les remparts de Sparte, où on sait bien aussi que la mortalité infantile qui a été énorme dans les siècles qui nous ont précédés n'était pas seulement due aux maladies infantiles, mais était due à des infanticides, parce que l'enfant était peut-être ne pouvait pas être accueilli. Aujourd'hui, la médecine je dirais, s'immisce dans cette question. Je vais y revenir dans quelques instants. Est-ce que je peux effectivement assumer ce rôle de parent qui m'est dévolu ? Donc aujourd'hui, dans notre société, on est très attentif aux conditions de développement affectif de l'enfant, aux conditions de développement somatique, et en même temps, on exige de l'enfant beaucoup de choses, peut-être plus qu'avant, qu'il se soumette à un modèle d'enfant compétent, parfait, et que la société réponde finalement à toutes ces questions qui vont permettre à cet enfant de rentrer dans ce modèle. Donc c'est extrêmement compliqué. Vous voyez, quand j'insiste sur le regard porté à l'enfant, sur l'éducation, c'est bien pour dire que c'est dans les relations de l'enfant avec ses parents et au-delà avec le monde auquel il va s'ouvrir, pardon. Mais mon lapsus est intéressant parce que la souffrance est souvent... Oui, c'est ça, j'ai besoin d'un psy, je n'ai pas réglé tous mes problèmes, mais bon, mais je crois que j'ai bien dit ce que je voulais dire. Je peux te proposer une adresse de bon psychiatre. C'est vrai, d'accord, je passerai après. Oui, du coup, que l'enfant va s'ouvrir au monde et qu'il va, encore une fois, conquérir une place à part entière ou une place qui nécessitera qu'on continue à l'aider, mais en respectant son identité et ce qu'il est. Décider pour un enfant ne veut pas dire imposer. Imposer sans discussion, sans réflexion, et donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué. Il s'agit de reconnaître que l'enfant n'est pas capable, au sens où il n'en a pas les capacités, mais que sa dignité intrinsèque d'être humain est là, et que c'est sa potentialité à devenir adulte, que c'est sur cette potentialité à devenir adulte qu'on se penche dans les décisions qu'on va prendre. Donc, encore une fois, comme je disais, c'est un enjeu tout à fait extraordinaire. Donc, décider pour un enfant, c'est synonyme de responsabilité, de bienveillance, d'attention, de devoir, mais non d'autoritarisme. Et je peux vous dire que quand effectivement on discute autour de situations extrêmement compliquées, cette question de la responsabilité, c'est-à-dire de l'engagement
morale qu'on prend. Ce n'est pas seulement une responsabilité professionnelle, mais c'est-à-dire la reconnaissance de la détresse des parents, de la situation de cet enfant potentiellement à venir, et c'est quelque chose qui est au cœur de nos échanges et de nos discussions. Bon, je passerai vite sur le fait que la place de l'enfant dans notre société actuelle a beaucoup changé depuis pas si longtemps que ça, et qu'on parle beaucoup des droits fondamentaux des enfants, ce qui ne veut pas dire avoir tous les droits, et qu'un enfant a besoin d'avoir un cadre, et que prendre des décisions pour lui, ça peut être tout à fait intéressant pour justement l'aider à rentrer dans un cadre qui ne doit pas être un carcan, mais un cadre qui a de la souplesse. Je voudrais dire qu'il n'existe pas un enfant, mais des enfants. Israël, tu as parlé tout à l'heure de l'enfant qui va bien, qui se développe à peu près normalement, qui vit dans un milieu social, affectif, je mettrai des guillemets, de qualité, voilà, où cet enfant est considéré pour ce qu'il est, c'est-à-dire tout ce qu'il va devenir, ce qu'il est maintenant et ce qu'il va devenir. Mais il y a des enfants aussi qui ne vont pas bien, parce qu'ils ont une anomalie physique, qu'ils ont fait une maladie pendant la vie intra-utérine ou après, qu'ils ont une atteinte physique ou psychique. Et bien évidemment, ces enfants-là demandent toute notre attention et vont continuer à mettre en question le problème de l'autonomie. C'est-à-dire que autant l'enfant, théoriquement, va sortir de cette situation quand il va grandir, autant l'enfant qui va grandir avec un handicap, ce handicap interrogera toujours la façon dont il faut l'accompagner. Mais en tout cas, je vais m'arrêter quelques instants sur les enfants qui se développent bien. Ils parcourent un long chemin et ces enfants vont... je rappelle, le terme d'enfant vient d'infans, qui veut dire en latin qui ne parle pas, qui ne peut pas encore traduire sa pensée à travers un code qui va lui permettre des échanges interpersonnels, c'est-à-dire de rentrer dans la relation avec les autres au-delà des affects. Cet enfant, cette infance, donc, ne règle pas tout le problème des enfants, puisqu'on va partir de l'embryon fœtus dont Nicolas Sananès vient de parler, qui offre un visage très particulier, parce que ce visage, même si vous lui avez donné la parole, même s'il donne des échos à travers cette technique de ce qu'il est, de sa forme, de sa constitution, il est finalement relativement peu visible et représentable au-delà de cette image qui est donnée. Et c'est vraiment dans les représentations psychiques, conscientes et inconscientes, qu'il va prendre corps. Plus tard, l'enfant, fille ou garçon, va grandir et va faire l'expérience de voir se développer ses capacités d'expression, ses capacités de maîtrise, et va s'ouvrir au monde. Et puis l'adolescent va poser encore d'autres questions. Et on voit bien qu'à tous ces stades-là, la question du corps et des décisions qui concernent ces enfants-là, on va toujours être dans une décision à prendre, mais ce n'est pas la même chose parce que l'enfant prend, je dirais presque de plus en plus de place avec son identité propre et ses capacités de se positionner. Donc ces enfants posent des questions différentes. Je voudrais juste là aborder autour du titre, qui décide pour mon enfant ? Alors il y a déjà décider. Décider, c'est prendre une décision. Et l'enfant ne peut pas prendre une décision, le tout petit, parce qu'il ne connaît pas ses besoins, il ne peut pas les exprimer, il ne peut pas comprendre les enjeux de ce qui est nécessaire et ce qui est bon pour lui. Pour autant, est-ce que les décisions qu'on va prendre pour lui vont répondre aux besoins de l'enfant ou aux désirs, aux croyances de ceux qui les prennent ? Je prends l'exemple, par exemple, de parents qui vont refuser parce qu'ils ont cette croyance que c'est pas bon, une transfusion sanguine pour leur enfant. Pour eux, c'est une bonne décision. Est-ce que pour l'enfant, c'est une bonne décision ? Et est-ce que les décisions qui sont prises ne l'emprisonnent-ils pas dans une relation fermée et qui est tout sauf le guider vers l'autonomie ? C'est-à-dire que décider, et c'est là qu'est tout l'enjeu et toute la gravité de cette démarche, c'est pas forcément pour le bien de l'enfant, mais c'est peut-être pour mon bien à moi. Et là, on arrive à cette question, qui prend la décision ? Alors,
on est d'accord, l'enfant tout petit, le fœtus, même le jeune enfant, il ne peut pas. Il va prendre quelques décisions, on va le voir, c'est moi qui décide, je ne veux pas, hein, quand il a 3-4 ans, mais il ne va pas prendre de décisions fondamentales, et ce sont ses parents qui vont les prendre. Alors, les parents aussi, là, c'est quels parents? Aujourd'hui, notre société, on sait bien que les couples sont fragiles. Le pater familias d'antan, qui décidait pour le bien de ses enfants, ça, c'est terminé. Quand les parents sont séparés, est-ce que les parents ne vont pas se déchirer, hein? Donc là, il y a quand même une problématique qui nous est spécifique aujourd'hui, c'est la question des parents. La société, bien évidemment, a son mot à dire par ses lois, et je pense que Josiane Bigot va l'aborder, hein, la reconnaissance des différences, les obligations faites aux parents, parce qu'il y a les droits des enfants, mais il y a les obligations, les droits des parents et les devoirs des parents, hein. Aussi les conditions économiques, idéologiques, et on sait bien que la société peut secréter des décisions pour, entre guillemets, le bien des enfants et qui sont absolument dramatiques, hein. J'évoquerai simplement la question des jeunesses hitlériennes. C'est loin, mais pas forcément trop loin de nous. Tout ceci, bien évidemment, pour faire une place à l'enfant dans la société, mais quelle société et pour quel objectif? Et puis il y a la médecine, et là je vais... Nicolas Sanonès l'a bien abordé, et là la médecine, elle est là pour donner un cadre quand même, pour repérer les maladies, pour les traitements, mais aussi accompagner les parents. C'est sûr que l'autonomie qui dit que la personne doit décider pour elle-même et qui, dans un cadre de maladie, de handicap, surtout concernant un enfant, mais pas que, laisserait la personne seule devant une décision, là, c'est absolument impossible. Et dans cet accompagnement, hein, qui est proposé à ses parents au moment d'une décision épouvantable à prendre, je dis épouvantable parce que c'est toujours dramatique, hein, quelle que soit la décision, voilà, la médecine a un rôle, une responsabilité énorme. Alors, mon enfant, je suis concernée, moi, directement, sauf que il ne s'agit pas de mon objet, hein, il s'agit d'un enfant qui va advenir, à qui j'ai donné la vie. Je ne l'ai pas donnée toute seule en général, hein. C'est-à-dire que ce possessif n'est pas le possessif d'un objet, mais le possessif d'une responsabilité vis-à-vis d'un autre. Ça me paraît vraiment quelque chose d'absolument essentiel. L'enfant ne m'appartient pas, hein. Donc, quand je dois prendre une décision pour lui, je me dois de faire advenir tous les protagonistes qui vont m'aider à prendre cette décision pour l'enfant. Et ces protagonistes, c'est autant ceux qui sont à l'intérieur de moi, mes représentations, mes fantasmes, mon histoire personnelle, la place à laquelle je mets l'enfant, pour moi-même, dans mon couple, les idéologies, la société, le poids économique, tout ça, bien évidemment, va m'accompagner dans la décision dans la décision que je vais prendre pour un enfant. Quelques mots, si j'ai encore 2 minutes, 1 minute. Bon, alors, juste pour vous faire un petit peu la différence entre les différents enfants dont je vous parlais tout à l'heure. L'embryon fœtus pose un certain nombre de questions qui ne sont pas du tout les mêmes que le bébé qui est né. Bien évidemment, je ne fais pas une différence fondamentale, mais dans les représentations, il pose des questions différentes. D'abord, l'embryon, autour de l'IVG. Hier, théologienne Madame Muller-Collard disait que ce n'est pas du tout pareil quand on parle du statut de l'embryon, de dire j'ai un embryon dans le ventre et j'attends un enfant. Moi, je dirais, mais c'est la même chose, je suis enceinte et j'attends un enfant. Je suis enceinte, je parle que de moi. J'attends un enfant, je parle de moi et d'un enfant, hein. Donc j'ai fait une place à cet autre qui va advenir et ce n'est pas du tout la même chose, hein. Quand le diagnostic tombe de l'anomalie, hein, encore une fois, c'est le couperet épouvantable qui vient séparer l'avant avec tous les espoirs et l'après, c'est-à-dire se projeter et projeter cet enfant dans un avenir
parfaitement incertain, hein, où je vais devoir aborder ma propre souffrance, celle d'être parent, d'être coupable de ne pas avoir pu mettre au monde ou fabriquer un enfant qui va bien, où je vais me projeter, est-ce que je suis capable d'affronter cet enfant qui va pas bien aller, qui va être différent avec le regard des autres? Est-ce que je vais être capable d'affronter un enfant qui souffre, qui va me rappeler tous les jours que, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, je l'ai mal fait, hein. Et donc, est-ce que je vais faire le choix de dire il vaut mieux que sa vie ne continue pas, ou est-ce que je vais aussi donc penser qu'à moi, quand je dis penser qu'à moi, excusez-moi de cette réduction, hein, mais aussi prendre en compte l'enfant lui-même et finalement ce que je peux lui apporter et ce qu'il peut apporter. Donc on voit bien là qu'autour de la décision, autour de l'annonce de la maladie, je ne dis même pas de la décision d'IMG, hein, il y a une projection comme ça de mes propres représentations, très compliqué d'ailleurs à percevoir, parce que l'enfant n'est pas là, je ne le vois pas, je ne le sens pas, hein, je le porte, la mère le porte, mais par contre, quand l'enfant est né, l'enfant est là. Et là, d'une part, la loi dit qu'on ne peut plus, on n'a plus le droit d'interrompre sa vie, mais d'autre part, toutes mes représentations, elles sont engagées maintenant dans le regard que je porte sur un enfant, et il est bien évident que ce que me renvoie l'enfant d'émotions directes, palpables, va changer complètement le regard que je porte sur lui. Donc vous voyez que prendre des décisions dans ce contexte-là est extrêmement compliqué, doit nécessiter un accompagnement, un soutien de la société tout entière, mais en particulier du monde médical, hein, et de la famille, bien évidemment, et fait appel à beaucoup de choses. 2 mots, mais vraiment 2 mots, pour dire que le petit enfant qui grandit, petit garçon, petite fille, qui sort de cet état d'infance sans parole, accède à cette période où il va commencer à parler, où il va dire non, où il va dire « je ne veux pas », où il va dire « pourquoi ». Et vous voyez bien que là, l'enfant va se poser comme personne à part entière, je ne suis pas d'accord avec toi, hein, et que là, la décision qu'on va prendre pour lui va nécessiter absolument que, même si on le faisait avant, l'enfant ait maintenant très concrètement une place à part entière. Ce n'est pas facile, il va falloir s'adapter, mais ce qui ne veut pas dire que c'est l'enfant qui va décider et décider de tout, ce qui est quelquefois, dans notre société actuelle, un vrai problème. L'adolescent, je terminerai là-dessus, l'adolescent, c'est presque un adulte, c'est un futur adulte qui est dans un moment de crise existentielle extrêmement compliqué. Il n'est plus un enfant, il n'est pas encore un adulte, il se cherche, son identité est floue parce qu'il change, son corps change, et le corps est bien au cœur de la problématique de l'adolescent, et l'adolescent interroge ce qu'il est, ce qu'il va devenir, beaucoup à travers son corps. Et il va mettre son corps souvent à mal, hein, pour savoir qui il est. Et donc là aussi, en particulier dans les maladies chroniques, où là, la question du consentement, de l'autonomie va être interrogée, l'adolescent et l'accompagnement pour les choix qu'il fera toujours avec ses parents, parce qu'il n'est pas autonome légalement et qu'il a encore besoin de la vie des autres, et quelque chose de très particulier. Donc vous voyez, je m'arrête là, qu'on n'a pas un enfant, mais des enfants, et que prendre une décision pour lui engage profondément les raisons pour lesquelles on devient parent. Merci beaucoup, Anne. Marie Jotille est à la fois médecin et docteur en théologie catholique, et très habituée à la réflexion sur tous les problèmes bioéthiques. De surcroît, elle a été nommée le 13 juin 2017 par le pape François, membre de l'Académie pontificale pour la vie. Bravo. Et donc, Marie-Jo, sur cette question de « Mon corps est-il à moi ?» déclinée sur l'enfant, quelle est ta position? Merci Israël, et merci de l'invitation.
Je crois que c'est une question extrêmement intéressante et je me situerai sur le plan avant tout de l'éthique. La question que j'aimerais reprendre tout de suite, c'est celle qui nous turlupine là, toute cette semaine. À qui appartient le corps de l'enfant ou du fœtus? Ma première réponse au niveau de l'éthique, c'est de dire à personne. Parce que, alors croyez pas que c'est une boutade, mais je crois que c'est extrêmement important de comprendre que s'il appartenait à quelqu'un, et c'est l'enjeu du débat dans notre société, cela signifierait qu'on puisse mettre la main sur lui, qu'on puisse maîtriser son corps, décider pour lui, au nom de quoi, je ne sais pas, voire le programmer. Mais ce n'est pas parce qu'il n'appartient à personne qu'il ne faut rien faire. Au contraire, il faut veiller sur lui et en prendre soin. Alors vous me direz, c'est pas très facile. On vient d'entendre 2 interventions qui disent toute la difficulté les difficultés sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais en tout cas, c'est là que nous sommes responsables du prendre soin de cet autre. Parce que l'enfant est toujours un autre. Il n'est pas moi. Et quand on parle de l'éthique, ça veut dire qu'il faut déjà le reconnaître. Et le reconnaître comme une altérité qui ne m'appartient pas, mais que je dois reconnaître parce que sinon, il n'existe pas. Vous savez bien, par exemple, le philosophe de l'école de Francfort, Axel Honneth, a bien mis en évidence la question de la reconnaissance. Sans la reconnaissance, personne ne peut vivre, y compris physiquement. Il n'y a pas pire sanction dans un tribunal, dans une prison, que de mettre quelqu'un totalement à l'isolement et de ne plus le reconnaître comme être humain. Donc cet autre a besoin d'être reconnu comme être humain. Mais par définition, cet être humain n'est pas tout seul. Et cet être humain est foncièrement en relation. L'éthique nous dit que nous sommes toujours pris dans des triangulations éthiques. Une triangulation éthique qu'on résume de façon un peu caricaturale, mais elle est très significative en parlant de « je », « tu », « il », « elle ». Le « je », celui qui parle, le « tu » en face de lui, le « il » qui représente en quelque sorte la loi, l'institution. Et qu'aucune décision ne peut être prise en dehors de cette triangulation. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que le « je » du fœtus, de l'enfant né, quel que soit son âge, doit pouvoir exister en face d'un « tu » et en lien avec une institution. Car chacun est tenté toujours, j'ai envie de dire, de ramener la couverture à lui, spécialement dans une société médicalisée, et je me fais un petit peu aussi l'avocat du diable cet après-midi parce que c'est mon job de le faire. Voilà. Donc, c'est important qu'on se rende compte, je crois, des enjeux. Alors, j'ai envie de dire, oui, c'est vrai, les parents, ils ont un rôle évidemment important, mais la société aussi a un rôle important, chacun à son niveau, chacun a son rôle, etc. Et la question de la décision concernant l'enfant est une question, j'ai envie de dire, pour moi, redoutable. Redoutable. Alors, pour essayer d'avancer un tout petit peu, j'ai envie de vous dire que ne nous trompons pas d'ennemis, parfois. Ne nous trompons pas d'ennemis. Les parents croient décider, mais au fond, ils ne décident pas toujours, loin de là. Le décryptage du génome, je sais que vous en avez déjà parlé. Je vais y revenir en la confrontant à la logique du marché.
le DPN est quelque chose, le diagnostic prénatal est quelque chose de très important. Tous les parents rêvent d'enfants en bonne santé. C'est normal. Et c'est vrai que le diagnostic prénatal permet souvent de rassurer, parfois de traiter, on l'a vu, pas très souvent, mais ça arrive. Mais le diagnostic prénatal, et là je me fais un petit peu l'avocat, je ne suis pas du tout contre le diagnostic prénatal, n'ayez pas peur, mais quand même, faire du diagnostic prénatal, ça veut dire que je consens aussi au principe de l'immense suppression de fœtus, surtout d'embryons, ok, mais surtout de fœtus que l'on ne peut guérir. Alors, c'est vrai que l'annonce d'un problème grave chez l'enfant à naître est un énorme séisme pour les parents, c'est un abîme de souffrance. Mais, et c'est là que je voudrais insister, derrière la quête individuelle des parents, s'est engouffrée une immense requête collective, très ambiguë, qui s'appuie d'une part sur le rêve des parents de mettre au monde un enfant en bonne santé. Et c'est la partie noble exprimée publiquement. Mais d'autre part aussi la volonté du monde globalisé, dominé par le marché, de rentabiliser les investissements en matière de santé et donc de ne plus avoir à payer pour des vies, je mets des guillemets, insensées, onéreuses, équivalentes au niveau marchand, parce que c'est là qu'on gère, équivalentes à des déchets opératoires. Cette face cachée de la motivation collective est dissimulée derrière la notion, et je la mets aussi entre guillemets, de bon sens. Le bon sens qui est l'arme la plus puissante de la pensée néolibérale. Faire appel au bon sens permet de reconnaître l'autre comme un individu rationnel et autonome pour faire appel à sa responsabilité et lui faire croire qu'il est possible et souhaitable de ne mettre au monde que des enfants en bonne santé. Mais je ne sais pas ce que c'est des enfants en bonne santé. Et ainsi remédier, entre guillemets, à ce gâchis d'une vie handicapée et, c'est le bon sens qui le dit, malheureuse. Essentiellement par une sélection à grande échelle, car les traitements sont rares. Une telle stratégie cultive donc à la fois une perspective de renversement réciproque, l'enfant bonheur, et d'autre part, la peur de l'enfant mal formé, affublé d'imaginaires de malheur. Même la trisomie 21, ça éveille des fantasmes terribles. Et ça fonctionne dans notre société avec un nudging, c'est-à-dire que ça devient évident, c'est du bon sens, on les supprime. Ben non, on ne peut pas laisser vivre un enfant trisomique 21. Quand même, quand on supprime dans une société comme la nôtre 95% des enfants trisomiques 21, ça me pose des questions. Ce n'est pas certes ma décision, c'est la décision de nous, comme société, des parents, mais pas que des parents. C'est plus globalement une décision sociétale, parce qu'on a fait des calculs de marché. C'est plus intéressant de supprimer les enfants trisomiques, économiquement, je parle, que de les laisser vivre et de devoir les mettre dans des institutions. Il y a ici un engrenage, et c'est cet engrenage-là que je voudrais évoquer. L'analyse de l'ADN fœtal circulant dans le sang maternel, ce qu'on appelle le DPNI, c'est-à-dire le diagnostic prénatal non invasif. C'est une expression qui en elle-même est piégeante,
non invasif à côté de toutes les techniques invasives de la ponction trophoblastique ou de la ponction amniotique où on va rentrer dans le corps pour aller prendre du tissu trophoblastique ou du liquide amniotique. Ici, c'est juste une petite prise de sang. Mais cette prise de sang que l'on peut faire quand on est encore dans le délai légal de l'IVG, je ne parle même pas de l'IMG, de l'IVG, jusqu'à la fin de la grossesse, permet, pour ainsi dire, le séquençage complet du génome de l'enfant à naître. Alors, en France, pour le moment, on a eu 3 décrets juste avant Noël. On diagnostique à peu près juste la trisomie 21. Mais à l'hôpital Pompidou à Paris, ça fait plusieurs années qu'ils font quasiment un dépistage complet du génome de l'enfant à naître. Ça veut dire que dans 2 générations, pas la prochaine, mais la suivante, tous les enfants à naître, et donc toute la population, nous aurons le génome de l'enfant à naître. Ce génome, comment est-il exprimé? Vous en avez entendu parler par M. Mandel en début de semaine. Il est exprimé en pourcentage, parce qu'au fond, les maladies monogéniques mortelles, très graves, sont relativement rares. Mais la plupart des maladies sont polygéniques et certaines sont extrêmement ambiguës. Je vais vous donner un exemple. On peut donc tout diagnostiquer et ça pose des questions. Par exemple, le cancer du sein héréditaire. Ce n'est pas énorme dans la population, ça fait 10-15% de la population, les BRCA1 et 2. Nous savons actuellement, et on a déjà eu des diagnostics préimplantatoires pour les diagnostiquer. Donc, quand un enfant est porteur d'un gène BRCA1, ça veut dire concrètement que dans 30 ans, à peu près, il risque effectivement de faire un cancer du sein. Alors, question aux parents, question à la société. Est-ce qu'un fœtus porteur de ce gène, d'un des 2 gènes, on va l'avorter ou pas? Est-ce qu'il faut se dire que pendant 30 ans, la médecine trouvera une solution pour traiter cet enfant? Ou est-ce qu'on se dit, ah ben non, supprimons parce que c'est plus facile de supprimer? C'est relativement facile de supprimer. Parce que des traitements, on en a très peu. C'est une question qui est absolument terrible. Il faut que nous y réfléchissions. La maladie d'Alzheimer, quand vous avez un pourcentage légèrement supérieur à la maladie, à ce qu'on a dans une région donnée par rapport aux gènes au pluriel, porteurs potentiellement de cette pathologie, est-ce que vous allez avorter ou est-ce que vous allez permettre à cet enfant de vivre? Qui prend la décision? Au nom de quoi? D'un bien-être? D'une souffrance? De quelle souffrance? Du marché? La société pousse, oui, la société pousse, et je crois que c'est extrêmement important de bien s'en rendre compte. L'IMG, comme réponse à un handicap, se veut justifier au nom de la souffrance de l'enfant à naître, mais c'est très difficile à dire. La souffrance, en fait, elle est surtout celle des parents, mais c'est surtout aussi une souffrance. Et là, l'éthique doit être extrêmement attentive parce qu'elle parle des acteurs qui sont en jeu dans cette triangulation éthique. Elle doit être attentive à la question de l'imaginaire. Quand on parle de pathologie grave, on s'imagine des choses, mais les peurs, c'est du socialement construit. Alors ça veut dire quoi? C'est vrai que, par exemple aussi, quand l'enfant à naître n'est plus appréhendé comme un être humain, entre guillemets, mais plutôt comme un agrégat d'images, de données, son élimination est facile, mais si la maman attend un enfant qui est le sien auquel elle s'est attachée, la situation est différente. Mais c'est surtout les peurs
qui le rappellent. On pense que cette vie est totalement insensée. Et on ne se renseigne pas forcément pour aller rencontrer d'autres enfants porteurs de la même malformation. On croise sur parole le médecin qui dit oui, il faut éliminer, ça c'est pas possible. Et il n'y a plus de réflexion, la réflexion est quasi terminée. Zygmunt Bauman, le philosophe qui vient de mourir il y a quelques mois, il parle de cibles de substitution, c'est-à-dire les cibles qui en cachent d'autres, mais pour ne pas reconnaître ses propres peurs, parce qu'il y a un transfert d'angoisse. On parle des immigrés, on parle de l'autre qui est le différent, etc., etc. Je crois qu'il y a ici énormément à faire et à penser. Alors, j'ai parlé surtout ici de l'enfant à naître. On pourrait dire des choses tout à fait semblables par rapport à l'enfant né, par rapport à l'enfant qui grandit, à qui on doit demander bien évidemment son avis, même s'il ne sait pas consentir, et je pense que Madame Bigot, elle va en parler, pour des décisions médicales qui sont parfois redoutables. Je vous rappelle quand même qu'en Belgique, un enfant est supposé consentir à sa propre euthanasie, par exemple, mais qu'en même temps, la question du consentement est une question qui est terrible dans notre société. Les juristes, pour un éthicien, mais je crois que Mme Bigot et moi sommes assez d'accord là-dessus, d'après ce que nous avons discuté un peu tout à l'heure. Le consentement, c'est quoi? Est-ce qu'on a le droit de consentir ou de ne pas consentir? Mais quand est-ce qu'on consent? Quand on est abusé ou quand on est pris par des souffrances terribles et que l'entourage vous dit « c'est vrai, ta vie, elle est nulle, ça vaut plus la peine de vivre, tu as un cancer terminal, etc. » Ou quand on est abusé. Dans la loi Schiappa, un enfant dans les interventions du tribunal, un enfant de 11 ans qui consent à un viol. Le viol est défini dans la loi comme une pénétration de tout, du sexe, mais aussi de tout objet, etc. Je ne rentre pas, c'est Mme Bigot qui vous en parlera, je suppose, je ne sais pas. C'est pas prévu, mais elle peut le faire. Quand un enfant de 11 ans, il y a eu 2 fois ce cas en France, et dit consentant. C'est quoi le consentement? Ça me pose des questions. Il y a eu beaucoup de manifestations contre, et pourtant, la loi Schiappa, d'une certaine manière, valide cette perspective, voilà, qu'on peut consentir. J'ai l'impression, moi qui ai travaillé les abus sexuels ces derniers temps, j'ai l'impression de me retrouver un siècle en arrière, où on disait qu'une fille un peu formée, elle était toujours capable de dire non à son abuseur. C'est ce qu'on trouve dans les textes, écrits noir sur blanc. Donc vous voyez d'où on vient, et vous voyez aussi, et c'est ça ce sur quoi je voudrais insister, c'est l'impact du construit sociétal sur la décision. Je le répète, et je termine juste avec cette phrase, on croit décider, mais au fond, qui décide? Merci. Pardonnez-moi, ce n'est pas un lieu où les « ou » peuvent prendre la place des paroles et de la controverse. Josiane Bigot. Josiane Bigot, vous êtes magistrate honoraire et présidente de Thémis, vous avez consacré toute votre vie à la protection, à l'intérêt et aux droits des enfants. Et dans la perspective de questionnement bioéthique devant laquelle nous sommes, partant du questionnement « Mon corps est à moi », comment est-ce que vous arrivez à harmoniser le référentiel légal avec la question « Qui décide pour mon enfant ?» Merci Israël de m'avoir invité à cette table ronde et d'avoir, par mon intermédiaire, permis le questionnement autour des droits des enfants. Ce questionnement que je porte depuis 40 ans et sur lequel je n'ai
toujours pas de réponse absolue, donc n'imaginez pas que les propos que je vais tenir ici vont être ceux d'un juriste qui va vous apporter les termes de la loi, mais je vais bien au contraire vous montrer toutes les questions que l'on est amené à se poser autour donc de cette thématique « Qui décide pour mon enfant ?» Effectivement, aujourd'hui, on le sait, l'enfant est sujet de droit. Ça ne se discute plus. La Convention internationale des droits des enfants, on va fêter ses 30 ans cette année, a permis cette évolution pour qu'aujourd'hui on soit devant une certitude. Je dirais tout de suite qu'on est enfant dans notre droit de 0 à 18 ans. Et on est enfant uniquement, on est titulaire de droit et sujet de droit uniquement, donc c'est pour écarter la question du fœtus, lorsque l'on est un enfant né vivant et viable. À partir de là, parce que précisément on est un enfant et qu'on est dans une construction vers l'âge adulte avec ce statut de minorité, on a le statut d'incapacité. Donc l'enfant est sujet de droit, mais en même temps, il est incapable de les exercer directement. Ce statut d'incapacité va aller jusqu'à ses 18 ans, et c'est la loi de 1974 qui a effectivement fixé à 18 ans la majorité. Elle était jusque-là à 21 ans. Vous le savez, les parents exercent l'autorité parentale. Ce sont les parents qui vont représenter l'enfant, puisque, je le rappelle, il n'est pas en capacité de le faire par lui-même. L'autorité parentale, Anne Lannion vous l'a rappelé, l'autorité parentale est issue d'un long combat, puisque nous avons eu la puissance paternelle jusqu'en 1970. Puissance paternelle, et j'ai toujours plaisir à rappeler que notre évolution a été ensuite extrêmement rapide, puisque la puissance paternelle, ça signifiait aussi jusqu'en 1958 la correction paternelle. Aujourd'hui, on semble à des années-lumière de la correction paternelle. Et pourtant, 1958, ça n'est pas encore si éloigné dans le temps. Et ça permet quelquefois d'avoir des secousses et des retours un petit peu nostalgiques quelquefois aussi. La puissance paternelle, elle s'accompagnait même, et là aussi je dis simplement l'année parce que je crois aussi que c'est important, elle s'accompagnait même jusqu'en 1930 de la possibilité d'incarcérer un enfant. Seul le père pouvait en décider. Hein. Vous aviez bien compris que cette puissance paternelle, c'était le père tout seul, la mère n'ayant, elle, pas non plus, voix au chapitre à ce moment-là. Aujourd'hui, loin de cet exercice de toute puissance, aujourd'hui, nous avons un texte qui est, la dernière mouture date de 2013, et c'est un texte tout à fait intéressant que vous entendez lire régulièrement si vous assistez à des cérémonies de mariage, puisque l'officier d'état civil est contraint de lire les articles du Code civil qui expliquent ce qu'est l'autorité parentale. Aujourd'hui, on rappelle aux parents, dans ce texte, qu'ils ont un ensemble de droits et de devoirs, mais qu'ils ne peuvent exercer que dans l'intérêt de l'enfant. Intérêt de l'enfant étant défini immédiatement comme sa protection, son éducation, son développement, et la loi a rajouté ce qui est particulièrement intéressant et fort aujourd'hui, dans le respect dû à sa personne. Enfin, c'est souvent ce qui est le plus compliqué à comprendre pour les parents, il est dit aussi dans ces articles sur l'autorité parentale que les parents doivent associer l'enfant aux décisions qui le concernent. Nous avons déjà vu à quel point c'était compliqué d'associer l'enfant à un certain stade de la maladie ou des décisions qui sont à prendre s'agissant de son corps. Eh bien, les parents sont confrontés et sont contraints, pas seulement confrontés, mais sont contraints
à associer l'enfant à toutes les décisions qui le concernent, ce qui n'est effectivement pas simple. Aujourd'hui, peut-on dire pour autant que seuls les parents sont en capacité de décider pour leurs enfants? Non, puisque si pendant toutes ces années de puissance paternelle, on était à peu près dans une toute-puissance de la sphère privée, aujourd'hui, la sphère publique a pris grande part sur le devenir des enfants et l'État a le contrôle et l'aide à apporter aux titulaires de l'autorité parentale. Là aussi, la Convention internationale des droits des enfants vient le rappeler dans des articles. Elle vient remettre à la charge de l'État cette responsabilité-là. Ce qui vous amène d'ailleurs à comprendre pourquoi les États, et en particulier l'État français, est régulièrement condamné par la Cour européenne des droits de l'homme lorsqu'il n'a pas su protéger suffisamment les enfants. Ce qui prouve bien la part essentielle est prise aujourd'hui par les pouvoirs publics sur la question de la protection des enfants et la part de plus en plus réduite, l'on pourrait presque dire, et je rejoins l'intervention de Marie Joutil, de la responsabilité parentale. Pour illustrer ce débat aujourd'hui, il me semble que plusieurs notions s'entrechoquent. J'aimerais mieux qu'elles se complètent, mais je ne suis pas sûre qu'on y parvienne toujours. Quelles sont ces notions? Et je vais m'y arrêter l'une après l'autre, je vais les dérouler. La protection, bien sûr, les besoins fondamentaux des enfants, l'intérêt supérieur d'un enfant et les droits de l'enfant. On rêve d'une interaction entre ces notions. L'intérêt de l'enfant, évidemment, on le sait très bien aujourd'hui, on est loin d'une interprétation subjective par l'adulte de l'intérêt de l'enfant. On est dans la recherche de l'intérêt de l'enfant à définir en fonction de ses besoins individuels à lui. Et pour cela, on nous a aidés au niveau de la Convention internationale puisqu'on nous parle de l'intérêt supérieur. J'aime beaucoup mieux le terme anglais qui est beaucoup plus parlant puisqu'on nous dit « the best interest ». On comprend beaucoup mieux qu'il ne s'agit pas d'un intérêt supérieur dans une hiérarchie des intérêts, mais que c'est bien son meilleur intérêt qui est recherché. Et je crois que c'est beaucoup plus éclairant que ce que nous pouvons comprendre par l'expression « l'intérêt supérieur ». L'intérêt de l'enfant se définit donc par ses besoins fondamentaux. Nous avons un peu évolué et progressé sur cette question des besoins fondamentaux, puisque nous avons eu un travail intéressant qui a été réalisé tout récemment à la demande de notre ancienne ministre de la Santé et de la Famille, qui avait demandé au docteur Martin Blacher de réaliser un rapport de consensus sur ce qui seraient les besoins fondamentaux de l'enfant aujourd'hui. Ce rapport a été déposé en février 2017 et il nous aide beaucoup. Conférence de consensus, ça veut dire qu'on peut s'appuyer sur cette définition des besoins fondamentaux de l'enfant. Et on y trouve, en tant que méta-besoin, le méta-besoin étant le besoin qui englobe tous les autres, à partir de la terminologie grecque, c'est le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, il va englober les besoins physiologiques et de santé, les besoins de protection et les besoins de sécurité affective et relationnelle. À partir de ces notions-là, comment va-t-on pouvoir protéger et que fait-on pour protéger l'enfant qui, on le sait maintenant, est forcément vulnérable, quel que soit son âge,
il reste vulnérable jusqu'à 18 ans. C'est ainsi en tout cas que toutes nos législations l'ont décidé en ce qui concerne celles qui ont ratifié la Convention internationale, et c'est quand même tous les pays en dehors des États-Unis. Alors la protection, on l'a imaginée d'abord par rapport à la maltraitance, par rapport à la négligence, qui évidemment est une certaine forme de maltraitance. Et là, s'il y a besoin de protection et que cette protection n'est pas assurée par les titulaires de l'autorité parentale, eh bien l'État a effectivement pallié et l'État a chargé le judiciaire d'intervenir lorsqu'il y a nécessité de protection. C'est le juge des enfants qui interviendra en cas de mise en danger d'un enfant, mise en danger donc soit par des mauvais traitements, soit par des négligences, et qui prendra les décisions en fonction du danger, selon l'intérêt de l'enfant. Mais ce n'est pas l'intérêt de l'enfant qui va le guider au départ sur sa compétence, c'est le danger couru par l'enfant. On a aussi au niveau judiciaire des interventions plus lourdes encore, puisque si, d'une manière définitive, on peut penser que les parents ne seront pas en capacité de retrouver leur statut protecteur, ce sont des instances judiciaires qui pourront intervenir pour prononcer un retrait de l'autorité parentale, pour prononcer, le cas échéant, le délaissement, qui est venu remplacer la question un peu plus connotée de l'abandon judiciaire. Mais en tout état de cause, il y a intervention donc, du judiciaire à la demande de l'État, à partir du moment où on peut penser que ceux qui sont les premiers titulaires de l'autorité parentale ne sont pas en capacité de la respecter. Comment situer la notion des droits de l'enfant dans ce cadre que je viens d'évoquer, les besoins fondamentaux de l'enfant, comment assurer sa protection? Comment va-t-on effectivement veiller à ce que ces droits soient respectés, en sachant que le premier de ces droits, c'est un droit à la protection. Mais c'est un droit aussi à disposer lui-même de son corps. C'est ce qui va être mis en exergue par un certain nombre de droits qu'ont des enfants. Je vous rappelle, enfants, entendu dans le terme européen, c'est jusqu'à 18 ans. Lorsqu'ils vont pouvoir décider seuls d'avoir des relations sexuelles, décider seuls de subir une IVG, décider seuls d'être parents, alors qu'ils sont encore mineurs. C'est là que vient effectivement se profiler la question du discernement, ou cette question du consentement qui a été évoquée tout à l'heure par Madame Thiel. Le discernement, dans un certain nombre d'hypothèses, la loi l'a fixé. La loi a dit, par exemple, que l'enfant à 13 ans a le discernement suffisant pour décider de modifier son nom. L'enfant à 13 ans a le discernement suffisant pour décider d'être adopté ou non. Mais dans tous les autres domaines, ce discernement, il est laissé à la libre appréciation, on pourrait dire au libre discernement du juge. C'est lui qui va dire si l'enfant est discernant ou non. Évidemment, c'est une question complexe et du coup, puisque j'y étais invitée par Madame Thiel, je dirais qu'effectivement, on a été très déçus par la loi Schiappa, puisque on peut comprendre avec cette loi que, eh bien, il n'y a pas d'âge limite en dessous duquel un enfant ne peut pas consentir parce qu'il n'a pas le discernement suffisant à avoir des relations sexuelles avec un adulte. La seule possibilité, me semble-t-il, pour protéger véritablement un enfant, c'était de fixer un âge. Moi, personnellement, je le fixais à 13 ans, mais c'était quelque chose qui pouvait évidemment être soumis à discussion.
Si les droits de l'enfant doivent être respectés, comment l'État va-t-il mettre sa part dans cet arsenal et dans cette construction de protection? Alors l'État le fait par sa législation. On va peut-être avoir une législation qui va faire disparaître définitivement l'éducation violente. Et on va rappeler que l'éducation doit forcément être non violente. Hein, on est dans l'adoption de ce texte. Mais aussi par la mise en place des dispositifs. Certains, l'État les a délégués, transférés au conseil départemental qui est en charge de la protection de l'enfance. Mais d'autres dispositifs sont à la charge de l'État, des dispositifs de détection, des dispositifs d'aide. La limite, c'est le respect des droits individuels. Et là, encore une fois, puisqu'on parle de respect des droits individuels, seul le juge peut être le garant de ces libertés individuelles et c'est le seul qui puisse venir interférer dans l'exercice des droits individuels. C'est évidemment un peu paradoxal puisqu'il y touche et qu'en même temps il en est le garant. Comment va-t-on pour autant garantir les droits de l'enfant ? Les droits de l'enfant, vous l'avez perçu tout au cours des interventions qui se sont succédées, ils sont extrêmement difficiles à faire émerger pleinement parce qu'on est effectivement confronté à sa vulnérabilité, à son droit à protection, à son droit à ce que d'autres prennent des responsabilités pour lui. Alors que lui reste-t-il ? Le droit à l'expression. C'est quelque chose d'essentiel, c'est de permettre effectivement que l'enfant, à tout moment, puisse être entendu et puisse s'exprimer, à la condition qu'il en ait eu l'information et à la condition, évidemment, aussi qu'on veuille bien l'entendre dans ce qu'il a à dire. Restera toujours la question du tout-petit. Faut-il, dans ce cas-là, désigner quelqu'un qui viendra prendre la parole pour lui ? Il me semble que la question doit se poser assez régulièrement. Il faudrait certainement, dans un certain nombre de situations, envisager un administrateur ad hoc qui va être celui qui va porter la parole de l'enfant, et puis, tout naturellement et surtout, l'avocat. On oublie trop que le seul qui soit en capacité de véritablement porter la parole d'un enfant, c'est son avocat. Et on n'y a pas suffisamment recours dans toutes les instances où on va prendre des décisions au nom de l'intérêt de l'enfant tel qu'on l'aura imaginé. Je voudrais, pour terminer, vous dire, et ça a été évoqué par quelqu'un, cette difficile question, vous inviter à un moment de lecture ou à un moment de cinéma, parce que le livre auquel je fais référence, de Ian McEwan, L'intérêt de l'enfant, a été porté magnifiquement au cinéma et est devenu un film qui s'appelle My Lady, qui est interprété par Emma Thompson, et qui montre cette grande difficulté entre l'intérêt supérieur supposé d'un enfant et ses droits. Il ne s'agit pas d'un petit enfant, il s'agit d'un adolescent, presque adulte, et qui partage les mêmes opinions religieuses que ses parents et refuse une transfusion sanguine. On va saisir le juge parce que s'il n'y a pas de transfusion sanguine, il va mourir. Et on voit le difficile dilemme dans lequel, et ce juge, évidemment, ça me parle, hein, ça ne va pas vous surprendre, ce difficile dilemme du juge qui va se demander jusqu'où il a le droit de s'immiscer dans ce qui apparaît comme la volonté, l'expression, le souhait de l'enfant, presque adulte, et ce que le droit à la vie qui lui paraît devoir à lui, juge,
être supérieur à cette volonté exprimée par l'enfant. On peut retrouver cette question à propos, ce conflit entre les notions à propos d'autres questions. Je les évoquerai tout à l'heure si vous le souhaitez dans le cadre d'un débat, mais je crois que là il est vraiment l'heure de laisser la place au débat. J'appellerai aussi votre attention sur un rapport que vraisemblablement Anne Dagnon connaît, qui met aussi en exergue la difficile articulation entre les droits de l'enfant à la santé et son droit à l'expression, qui est l'enfant qui est sous contrainte psychiatrique. Il y a un rapport du contrôleur des lieux de détention qui est particulièrement intéressant sur les enfants en hôpital psychiatrique. Et je vais vous laisser, à chacun d'entre vous, essayer de répondre à cette question que je posais au départ. Y a-t-il complémentarité ou doit-on faire un choix entre ces différents termes qui me paraissaient, moi, être ceux qui illustraient le mieux la question qui m'était posée, entre l'intérêt de l'enfant, entre sa protection et ses droits. Merci. Merci, Josiane. L'ADN du forum, c'est de permettre à la salle de poser des questions aux experts réunis à la table. Non, on ne peut pas. La salle. Je fais l'avocat de la salle. Oui, bonjour, Rodolphe Schemer. Je voudrais poser une question d'ordre à la fois psychologique et administratif, disons. Moi, je remercie les 4 personnes qui sont là sur l'estrade, même si je ne partage pas tout, mais je les remercie quand même. Je voudrais seulement dire, voilà, le placement d'un enfant, c'est une chose très difficile. Et combien elle est difficile, j'habite près d'un foyer où les enfants entre 3 et 6 ans sont gardés par des éducateurs. On a beaucoup décrié des éducateurs, moi je les remercie et je trouve qu'il y a un très bon boulot qui est fait pour ces jeunes. Mais je me suis toujours posé la question, à la fois, ce jeune de 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 6 ans, comment vit-il ce placement? Parce que c'est vrai qu'il n'a pas le discernement peut-être suffisant, mais je crois qu'il vit ça souvent de façon très difficile à certains moments. Parce que je fais partie d'une génération où on disait il faut sauver les familles, c'est-à-dire il faut tout faire pour que l'enfant reste avec sa famille. C'est une vieille génération, mais je fais partie de cette génération et je suis complètement d'accord qu'on enlève les enfants quand ils sont en danger maintenant. Hein. Mais comment vit un enfant de 4 ans ou jusqu'à 6 ans quand il est placé dans un foyer, même si ce foyer est très accueillant? Merci. Josiane. C'est une des questions que j'aurais abordées si j'avais eu plus de temps pour mettre effectivement en opposition toutes ces notions. Il est évident que on est imprégné, mais parce que la Convention internationale des droits des enfants vient le rappeler aussi, ça n'est pas une notion simplement française, hein, par cette volonté du maintien du lien entre les enfants et leurs parents naturels. À partir de là, il y a une question légitime à se poser qui aujourd'hui doit être posée, mais singulièrement pour chaque enfant et pas d'une manière généralisée qui serait encore une fois, me semble-t-il, plutôt pour répondre à l'ère du temps, pour aller dans un certain mouvement. Non, je crois que les enfants, à partir du moment où on les écoute, nous questionnent et effectivement nous font comprendre que quelquefois, ils n'ont pas envie de ce maintien du lien. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faut qu'on aille un peu au-delà et qu'on interroge un petit peu plus ce qu'il en est. On n'a pas à agir, nous, avec des principes
qui serait définitif, mais bien à s'adapter. Et j'ai appris, moi, beaucoup de toutes les conversations que j'ai pu avoir avec les enfants. Je ne suis pas sûre d'avoir toujours compris ce qu'ils avaient à me dire, mais je crois avoir appris beaucoup. Et j'ai notamment appris que souvent, ils parlaient en leur nom et que, notamment lorsqu'ils sont dans des situations conflictuelles parentales, on a beaucoup trop tendance à penser qu'ils sont instrumentalisés. Ils ne le sont pas forcément, ils peuvent l'être. D'où effectivement la difficulté de savoir où on en est de leurs propres paroles. Mais souvent, c'est en leur propre nom, il faut réussir à le déterminer, et en leur propre nom, ils ont le droit de dire qu'ils souffrent du maintien avec un parent qu'ils sentent bien, non protecteur, voire même nocif. Je crois que ce sont des choses qu'il faut oser poser, mais ça n'est pas pour autant qu'il faut aller vers ce qu'on entend aujourd'hui et qui est rapporté par un certain nombre de médias, d'émissions qui, moi, me font véritablement bondir, qui serait de dire que systématiquement, il faut casser le lien. Non, on n'en est pas là non plus. Il faut rester dans la nuance et écouter individuellement, singulièrement, chaque situation. En tout cas, c'est ce que ces 40 ans d'approche des enfants m'ont appris. Anne Dagnon, on est tous les deux assez concernés et assez souvent par ce qu'on appelle les abus sexuels sur les enfants, dont plus de 80% proviennent du milieu familial. Et il m'a semblé, à titre personnel, que les enfants, à partir de leur tout début de conscience jusqu'à un âge assez avancé, 6-7 ans, pensent qu'ils appartiennent à leurs enfants, à leurs parents, corps et âme. Et c'est ce sentiment d'appartenance que certains pays du Nord combattent en apprenant aux enfants « mon corps m'appartient, tu n'as pas le droit de me laver entre les fesses quand tu me donnes le bain ». Est-ce que tu ne penses pas justement qu'il y a un enjeu à expliquer aux enfants qu'ils n'appartiennent pas à leurs parents ? Alors, je crois qu'on en revient effectivement à la question de l'appartenance. Est-ce que l'enjeu est à ce qu'ils comprennent qu'ils n'appartiennent pas à leurs parents ou que leurs parents ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent d'eux-mêmes, hein ? C'est-à-dire que leur corps n'est pas un objet, et en particulier un objet de jouissance pour quiconque, sauf quand ils seront grands et qu'ils pourront faire une démarche consentante et avoir un choix personnel. Donc ce travail effectivement d'accompagnement des enfants, décidément, mais lapsus, bon, mais aussi des parents, dans cette question « mon corps m'appartient », c'est aussi quelque chose qui se fait en France, hein, qui s'est fait en France il y a quelques années. Il y avait eu toute une dans les années 70-80, hein, il y avait eu... Voilà, mon corps m'appartient, et dans les classes maternelles, il y avait tout un travail autour de mon corps m'appartient et je respecte l'autre aussi, et en particulier, je gère ma violence intrinsèque. Donc, oui, cette question d'appartenance, je crois qu'il y a aussi cette question affective, et pour reprendre, faire un lien avec votre question, monsieur, je crois que l'enfant petit... peut-être contrairement à un plus grand, a du mal à comprendre, même s'il est maltraité, hein, qu'on le sépare de liens qui peuvent être des liens complètement pathologiques et très violents, mais des liens qui sont ce qui le tient au début, hein, et qu'il ne remet pas en question. Il apprend finalement que c'est comme ça qu'on aime un enfant, hein, peut-être en le tapant, ce qui n'est bien évidemment pas la vérité, mais enfin, voilà. Et donc, la séparation peut être quelque chose d'extrêmement violent pour lui, même si on sait bien que dans certaines situations, il vaut mieux assumer cette séparation que le laisser en grand danger. La question va être, à mon avis, à ce moment-là, c'est de l'engagement de la société à accueillir cet enfant et à se donner les moyens que cette rupture affective, même si elle est pathologique et pathogène, hein, ne soit pas une nouvelle violence faite à l'enfant, et que les conditions d'accueil, les conditions d'écoute de cet enfant, les conditions d'accompagnement aussi de cette famille qui, même si elle était extrêmement pathologique, bon, en général, hein, n'était pas dans la volonté de nuire à l'enfant,
je dis en général parce que ça peut arriver. Hein. Voilà, donc là, il y a une responsabilité de la société. Quels moyens donnons-nous? C'est exactement pareil pour un enfant qui est porteur d'un handicap. Quels moyens donnons-nous pour lui faire une place à part entière? Et c'est des moyens financiers, hein, et c'est des moyens professionnels et de réflexion sur où est le bien de l'enfant. Et le bien de l'enfant, il n'est pas forcément toujours avec ses parents biologiques ou toujours dans un foyer. Voilà. Donc là, l'enjeu est extrêmement complexe et on a beau avoir beaucoup de l'envie de bien faire, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Il y a des enfants qui s'en sortiront relativement bien et il y en a d'autres pour lesquels ça sera la continuité d'un chemin de perdition et de... voilà. Marie-Jo Thiel, pour bien comprendre ce que vous avez dit « Je ne sais pas ce qu'est une vie en bonne santé ». Nous tous, médecins, vous rejoignons volontiers sur cette affirmation. En revanche, nous tous, médecins et vous aussi, savons bien ce qu'est une vie en mauvaise santé. Et quand vous dites juste après, supprimer 95% des trisomies 21 pose question, est-ce qu'en supprimer 2% poserait moins de questions en d'autres termes? Est-ce que si on est favorable au diagnostic prénatal, est-ce qu'on n'est pas favorable à ce qu'il soit le plus efficace possible? Est-ce que c'est une question de pourcentage dans le fond? Non. Ce n'est pas une question de pourcentage, ça je suis d'accord, et je ne déciderai jamais à la place de quelqu'un d'autre ou de parents par rapport à leur enfant. Leur décision ne m'appartient pas et je crois qu'il faut que dans tout couple, on sache si on a la capacité effectivement d'accueillir ou non cet enfant. Ça c'est une chose. Mais je ne me situais pas simplement sur ce plan-là. Ce que je veux dire, c'est que nous vivons dans une société où justement les parents ne prennent pas forcément vraiment la décision. Romain Fabre à Strasbourg a fait une thèse d'éthique voilà, sur ce thème-là. Il a montré que finalement, alors je ne sais plus maintenant parce que ça remonte, j'ai plus tout à fait les chiffres en tête, mais il y a au moins la moitié des parents qui procèdent à une IMG pour trisomie 21, puisque c'était son thème, qui n'étaient pas réellement consentants. Parce que c'était des parents qui procèdent au dépistage. Au dépistage, voilà. C'est différent. C'est un peu différent, oui, mais c'est quand même intéressant, parce que ce qu'il montre, c'est que les parents n'ont pas toutes les données et on ne va pas jusqu'au bout de l'information. Et ce qui est important à reconnaître, c'est que... les parents sont aussi conditionnés, et c'est ça ce que je pense, il faut vraiment y réfléchir en société, sur ce conditionnement. Voilà. Nicolas. J'ai l'impression que oui, ça marche. Oui, la société influence les parents et éventuellement la liberté des parents. Puisqu'on parle de pourcentage, effectivement, 95% des trisomies 21 diagnostiquées avant la naissance, finalement, aboutissent à une interruption médicale de grossesse en France. J'ai eu l'occasion de travailler au Texas, et là, pour le coup, c'est moins de 60%. Je crois que c'est 50%. Alors, est-ce que c'est la société par l'image des personnes handicapées, par leur accueil qui influence les individus, ou est-ce que c'est les individus qui forment la société? Je ne saurais pas répondre à cette question. En revanche, ce que je voudrais dire, parce que je suis d'accord que qu'il y a une nécessité absolue à être libre, parce que sinon ça n'a aucun sens en fait, le diagnostic prénatal, c'est que l'information est absolument indispensable. Ce que montrait la thèse de Romain Fabre, qui est mon mentor et que j'admire beaucoup, c'est que finalement, les patientes ne sont pas suffisamment informées de ce qu'est le dépistage de la trisomie 21. Mais ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a une information qui est prévue. Il y a un papier de consentement sur voilà, ce qu'est la trisomie 21, en quoi consiste le dépistage, les limites, quelles sont les implications.
Et d'ailleurs, il y a également un consentement avant même de réaliser une échographie. Donc, clairement, les patientes qui se soumettent à un diagnostic prénatal, qui se soumettent à un dépistage de la trisomie 21, sont libres et informées. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que pour qu'elles soient libres, il faut qu'elles soient bien informées. Je voudrais dire une dernière chose aussi, c'est, vous avez parlé du fait que selon dans certaines conditions, finalement, le fœtus pouvait être considéré comme un agrégat de cellules ou je ne sais pas quoi. Oui, ce que je voudrais, d'image. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que pour les parents, évidemment, ça n'est pas ça, et pour les médecins, ça n'est pas ça non plus, mais alors pas du tout. Et quand on fait une interruption médicale de grossesse, on accompagne véritablement les parents dans une parentalité et on n'est pas en train de se fermer les yeux à ce qu'est véritablement le fœtus, qu'on respecte énormément et toutes ces décisions sont prises, comme le disait Anne Dagnan, avec beaucoup de bienveillance et de soutien. Est-ce que ça existe un médecin qui dit il faut l'éliminer? Et merci Israël, c'est ce que j'allais finir par dire. Le médecin ne dit jamais qu'il faut l'éliminer. Et une dernière chose, c'est qu'en fait, vous parlez d'image, mais justement, finalement, c'est l'échographie, c'est le fait de faire attention à ce qu'est le fœtus, la personne fœtus, qu'on le personnifie. Et je crois que notre métier, c'est de personnifier le fœtus, pas de se le cacher. Anne? Deux choses. Il n'y a pas de médecins, je crois, aujourd'hui qui disent il faut l'éliminer. Je pense que ça a eu lieu et que c'est une des raisons pour lesquelles les centres de diagnostic pluridisciplinaire, c'est-à-dire finalement une collégialité, ont été créés. La deuxième chose, c'est ce que vous venez de dire, mais ça m'a échappé, c'est, je ne sais plus, bon, ça ne devait pas être... Maud? C'était quoi Ben Walid? Oui. La réponse à ma question a été partiellement donnée. Je voulais revenir sur... C'était une question pour Nicolas Sananès. Et revenant sur ce qu'avait dit Madame Thiel concernant justement le fait qu'il ne fallait pas croire sur parole le médecin quand il dit qu'il faut éliminer le fœtus. Et j'avoue que j'ai été un petit peu choquée par cette manière de présenter les choses. Et ma question à Nicolas Sananès était comment on accompagne une femme et un homme d'ailleurs, un couple éventuellement, dans cette annonce et dans cette décision. Et quelle est... Alors, question subsidiaire, quel est l'intérêt du médecin, peut-être? Merci. Alors, je reviens quand même au temps de l'annonce, qui se fait d'ailleurs en plusieurs temps, en l'occurrence. On peut expliquer aux parents quelle est la gravité, on peut expliquer quel est le doute, on peut se réunir avec tous les médecins possibles pour donner le plus d'informations possible. On peut faire rencontrer aux parents les psychologues, les psychiatres, les associations de famille, mais jamais on ne propose une interruption médicale de grossesse. Et si il me semble important que, dans certaines conditions, les patientes puissent choisir ce qu'elles font de leur corps, de leur grossesse, de leur fœtus, dans certaines conditions, je pense que c'est très important de ne pas perdre de vue que, pour certaines patientes, l'interruption médicale de grossesse paraît complètement obscène. Et donc, ce n'est pas quelque chose que l'on propose. Si la patiente fait une demande d'interruption médicale de grossesse, ce qui s'ensuit, indépendamment des consultations dont je viens de parler, c'est donc là où les réunions au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, où on se penche avec beaucoup d'attention sur chaque cas de façon complètement individuelle. Et il y a une part humaine au-delà de la loi dans ce CPDPN qui me semble être un garant très important pour la bienveillance apportée à ces patientes. Marie-Jo? Moi, je crois que c'est effectivement extrêmement important, mais moi, je ne me situais pas sur le plan individuel.
je me situais sur le plan de l'impact de la société libérale sur ces décisions sur les parents. C'est quand même très intéressant quand on discute avec des étudiants, par exemple, qui ne sont pas en situation forcément de grossesse, même comme ça, de dire, ça, toute anomalie devient une catastrophe. Et c'est cette pression-là qui est la pression du marché, c'est la pression qui est extrêmement forte, où je dis qu'il faut être extrêmement attentif. Ensuite, il y a un deuxième élément que je voudrais rajouter. C'est vrai que dans les pays d'Europe du Nord aussi, et même en Allemagne, le pourcentage d'IMG est moins important. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas nommé jusqu'à présent, c'est aussi la place des structures d'accueil pour des enfants qui ont des problèmes, pour pouvoir effectivement miser sur l'inclusion. Or ça, nous sommes équipés en France, mais quand même, on n'est pas les meilleurs à ce niveau-là. Madame. Oui, en fait, moi, je voulais savoir si, dans l'accompagnement d'une femme qui souhaite avoir recours à l'IMG, on pouvait la sensibiliser aussi ou évoquer éventuellement le recours à l'adoption, parce qu'il y a aussi énormément de couples ou de femmes qui attendent d'adopter et qui seraient très heureuses d'avoir également un enfant en situation de handicap, ou voilà, et de lui donner tout l'amour dont il a besoin. Merci, oui, c'est une bonne question et la réponse est oui, c'est quelque chose qui est envisagé et réalisé parfois. Puisque j'ai le micro, j'en profite quand même. En Allemagne, eh bien, parfois, on a des patientes qui viennent à Strasbourg désespérées parce que justement, les médecins allemands ne veulent pas faire une interruption médicale de grossesse dans certaines conditions, et on reçoit des patientes dans un état de détresse absolument terrible. Ce qu'il faut dire dans les différents pays, c'est que tout le monde n'a pas la même loi, mais que par exemple, il y a des pays, et je ne sais plus si c'est le cas de l'Allemagne ou de la Suisse justement, où l'interruption médicale de grossesse est permise jusqu'au moment de l'accouchement, mais où finalement, en fait, les médecins refusent de la pratiquer. Et ça fait que du coup, les patientes se baladent d'un médecin à l'autre jusqu'à finalement arriver au CMCO très tard et dans un état absolument terrible. Pas de publicité. Anne ? Oui, pardon. Par rapport à votre question, je crois que ça pose bien ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire l'impact que ça a sur moi-même et l'impact que j'envisage pour l'enfant. Si je prends en compte le fait que la mère, les parents vont dire on ne peut pas, nous, envisager de donner la vie à cet enfant parce qu'on n'y arrivera pas, nous, ça sera trop douloureux, notre histoire fait que c'est pas possible. À ce moment-là, effectivement, ce cheminement vers accompagner l'enfant, enfin le fœtus jusqu'à la fin de la grossesse pour qu'il soit donné à l'adoption devient possible. Si dans les représentations des parents, c'est la douleur de l'enfant qui va être porteur de quelque chose qui, dans leur représentation ou dans la réalité, sera extrêmement difficile à supporter, là, proposer ce qui est fait, l'accompagnement pour que cet enfant naisse et qu'il soit donné à l'adoption, ça va être beaucoup plus compliqué. Vous voyez que c'est pas tout ou rien. Et là, on voit bien l'intrication de la position personnelle des parents sur ce que représente l'enfant pour eux-mêmes et ce qu'ils imaginent de la vie de cet enfant-là. Oui, bonjour, Il faut vous lever pour qu'on vous file. Je voulais juste répondre à certaines choses à Marie-Jo-Thiel, certaines choses qui m'ont un petit peu choquée ou qui suscitent la réflexion. Elle dit les peurs, c'est du socialement construit. Or, dans les consultations qu'on a avec les patientes, les peurs, ce n'est pas socialement construit. Quand il y a eu une très grave maladie dans la famille, ce n'est pas du social, c'est du tripal. Ce n'est pas la même chose du tout. Et ce ne sont pas les dernières à demander parce que c'est les tripes qui ont été atteintes, c'est les émotions, ce n'est pas la société.
Du point de vue de la société, quand elle dit que ce sont les sociétés de marché qui disent que les enfants handicapés on demande l'élimination des enfants handicapés à cause d'une société de marché qui repose sur la rentabilité, je suis un peu choquée parce que quand on va dans des sociétés, je ne défends pas la société de marché, cela va sans dire, mais quand on va dans des sociétés qui sont moins avancées, en tout cas sur le plan des techniques, il faut voir le handicap dans ces sociétés n'est pas forcément mieux vécu, souvent beaucoup moins bien. Ça aboutit quelquefois à des éliminations d'enfants et tout le monde le sait. Enfin, nous, en tout cas, on le sait. Et la troisième réflexion que j'ai, quand elle parle de la triangulation, je tue il, et qu'elle parle du jeu du fœtus, je suis quand même très choquée parce que le jeu du fœtus, pour moi, c'est le jeu de la mère. On respecte la vie, mais surtout les personnes qui donnent la vie, donc les mères. Voilà, je voudrais que ce soit rappelé parce que, sans animosité, mais il ne faut pas se tromper. On ne peut pas associer le jeu, le fœtus à un migrant. Je pense qu'il y a des amalgames qu'il ne faut pas faire. Marie-Jo. Non, s'il vous plaît, pardonnez, mais tout le monde a la parole, mais pas des paroles onomatopéiques. Marie-Jo. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de vous répondre. D'abord, dans la triangulation, commençant par la fin, nous sommes tous, que vous le vouliez ou pas, alternativement des je, des tu et des il. Et qu'aucun discernement ne peut se faire en dehors de ce je, ce tu et ce il. Et que le fœtus, il est aussi les trois. Voilà, donc je crois que ça, ne nous trompons pas de niveau et que dans l'humanisation que nous cherchons, c'est précisément ce que nous avons dit tout à l'heure, et y compris ce que Mme Bigot disait en parlant d'administrateur ou d'avocat pour l'enfant. Eh ben, c'est aussi cette relation avec le « il ». On ne fait pas n'importe quoi avec le fœtus. Et c'est surtout pas la mère qui est la seule détentrice de la décision, parce qu'effectivement, la mère, elle est beaucoup trop prise par les peurs tripales. Je peux comprendre, moi je ne critique pas du tout les émotions, mais nos émotions, je maintiens qu'elles sont socialement construites. C'est des travaux de sociologie, c'est pas moi au niveau de l'éthique d'abord qui le dit, mais au niveau de l'éthique, j'en prends acte, parce que les peurs sont toujours liées à l'imaginaire, à des représentations. Si je m'imagine que l'enfant va devenir fou, si je m'imagine que l'enfant est totalement défiguré, mais c'est des choses terribles que je m'imagine. Et je crois que c'est extrêmement important de bien se rendre compte que nous sommes travaillés par cet imaginaire. Voilà. Et que vous le vouliez ou pas, mais on est dans une logique de marché. La question de la trisomie 21 en France a été calculée économiquement, et je dis bien économiquement, on a calculé noir sur blanc combien ça coûte d'éliminer les enfants trisomiques de la société et combien ça coûte de les garder et de devoir les prendre en charge. Indépendamment des parents, indépendamment de tout, indépendamment de toute décision individuelle. Il s'avère que dans ce contexte, ce n'est pas économiquement intéressant. Après, vous en déduisez. Moi, je ne prends pas la décision à votre place, hein, n'ayez pas peur. Chacun est assez grand pour décider, et heureusement, nous sommes dans une autonomie, mais une autonomie relationnée et une autonomie qui est aussi marquée par la vulnérabilité, et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Ne soyons pas des naïfs. Et chacun a droit à son avis. Aurélien, dernière question, oui. Et après peut-être Anne qui souhaite aborder. Oui, une question pour Josiane Bigot. Le docteur Sananès a rappelé avant que pendant la période fœtale, il y avait quelque chose qui était très important, qui était le gradient, c'est-à-dire qu'on passait progressivement de l'individu, pas de l'individu, mais du statut d'embryon, fœtus, être humain, et être humain, personne. Pourquoi est-ce que après que l'individu soit né, il faudrait avoir une date très claire
pour trancher, pour dire, ben voilà, c'est à tel moment que l'individu peut donner son consentement. On en rediscutera demain, de toute façon, de la question du consentement. Et pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas plutôt tenir compte, bien que ce soit complexe, de la diversité? On a vu hier, on a eu une table ronde sur l'autisme. On voit bien que les individus et tous les enfants, et probablement pas les enfants malades et les enfants pas malades, mais tous les enfants normaux vont se développer avec une maturité qui est très différente les uns des autres. Alors, pourquoi est-ce que, dans le cas de l'IMG, il y a une certaine liberté en fonction de ce qui est dit, de particulière gravité en fonction du terme, et cette liberté-là, qui est peut-être plus proche de la justice, eh ben, on va peut-être la perdre en décidant de manière arbitraire une date valable pour tout le monde. Là, je suis tout simplement obligée, moi, de suivre la loi telle qu'elle nous est imposée, et qu'effectivement, le foetus n'a pas de personnalité juridique. Il ne peut l'acquérir rétroactivement, et il l'acquiert effectivement, mais uniquement s'il est né viable et au moment vivant et viable, pardon. Et donc on peut difficilement aller au-delà de ce constat. Anne ? Un mot. Oui, je voudrais revenir sur la question des émotions. Je dirais que vous avez toutes les deux raisons, hein, parce qu'il y a des émotions socialement construites, c'est évident, mais il y a des émotions aussi qui s'appuient sur la réalité et sur le réel de la vie, hein, et que c'est l'articulation de ces deux-là qu'il va falloir affronter, hein, mais ce n'est pas l'une ou l'autre, c'est l'une et l'autre. Alors, dernière question, on revient au réseau. L'éducation religieuse, quelle qu'elle soit, et les décisions qui portent parfois atteinte à l'intégrité physique, on parle de circoncision, mais on oublie les mutilations sexuelles féminines, régime spécifique, ne sont-elles pas une forme d'ingérence dans la vie de l'enfant, de biais dans leur éducation? C'est pour vous, Josiane. Merci. Merci. Je crois que lorsqu'une question est soumise au juge, et il a d'abord à déterminer effectivement si elle est de sa compétence ou pas. Si nous sommes dans une situation comme celle-ci, où il y aurait un conflit entre des titulaires de l'autorité parentale, effectivement, le juge aux affaires familiales serait concerné et aurait à se prononcer pour ou contre des convictions religieuses qui s'affirmeraient par exemple, la circoncision. Ça serait effectivement du rôle du juge. Mais à partir du moment où les deux parents sont en accord, le juge n'intervient pas dans la mesure où il n'y a pas de situation de danger avéré pour un enfant et qu'on ne saisit pas le juge des enfants dans cette situation-là. Je suis beaucoup plus circonspecte parce que j'ai entendu, et du coup je vais susciter peut-être une polémique, mais j'ai entendu que on aurait fait une analyse qui serait un peu la même pour dire que s'agissant des excisions, ça ne serait pas finalement à interdire et la justice n'aurait pas à intervenir pour les interdire. Alors là, je suis radicalement opposée et je peux dire que toute situation qui m'aurait été soumise d'excision, je serais intervenue et j'aurais effectivement fait en sorte de l'empêcher parce que là, pour moi, il y allait du droit de l'enfant à garder son intégrité physique. Je n'ai absolument pas la même conviction s'agissant de la circoncision. Je n'ai pas du tout le sentiment que l'on touche et que l'on porte atteinte aux droits des enfants de la même manière. Voilà. Là, j'ai livré mon opinion. Et évidemment, dans le cadre d'un débat judiciaire, eh bien, toutes les opinions s'expriment et après, le juge tranche. Je vous donne mon avis en fonction du débat qui m'a été proposé. Un grand merci à cette table ronde magnifique. Et on se laisse 10 petites minutes pour respirer et peut-être bouger.